Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les activités commerciales, les écoles, l'administration publique n'ont une nouvelle fois pas fonctionné mercredi en raison de la situation qui prévaut dans la capitale où, à certains endroits, des barricades ont été dressées et où des groupuscules de manifestants ont cassé les pare-brises de plusieurs véhicules. L'ancien candidat à la présidence, Clarence Renoy, dénonce la passivité du président Jovenel Moïse face au pourrissement de la crise qui sévit au pays depuis trop longtemps. Le coordinateur général du parti UNIR déplore également l'intransigeance de l'opposition dite radicale. Plus de 140 000 barils de gasoline sont arrivés ce mardi à Port-au-Prince. L'information a été confirmée par le Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin, qui a ajouté que la distribution des produits pétroliers devrait débuter ce jeudi dans les stations-service. Le Premier ministre Jean-Michel Lapin a confirmé mardi l'arrivée d'une cargaison de 140 000 barils de gasoline à Port-au-Prince. Il s'agit d'une commande des 4 compagnies d'Inasa, Capinvest, Kimazou et Sol. Dès ce jeudi, 6 720 000 gallons de gasoline seront disponibles dans les stations-service, a dit M. Lapin, faisant état également de l'arrivée d'une cargaison de 20 000 barils ce mercredi. Le 19 septembre, une autre cargaison de 155 000 barils de diesel, soit 6 510 000 gallons, sera débarquée. De plus, il annonce que le 20 septembre, Haïti recevra 60 000 barils de produits pétroliers. Cette cargaison sera composée à la fois de 40 000 barils de diesel et de 20 000 barils de gasoline. Le 28 septembre, nous allons recevoir une autre cargaison de 35 000 barils de diesel et 25 000 barils de gasoline. Il y aura une dernière commande, ce qui va nous permettre de commander au total les 500 000 barils de carburant, comme nous l'avions annoncé, a-t-il ajouté. De plus, le Premier ministre promet la fin des pénuries récurrentes. Il y aura une continuité dans toutes les commandes, explique-t-il. Par ailleurs, M. Lapin fait état de la poursuite des discussions en vue de la hausse des prix de l'essence. Citation. « Aucun État avec un exécutif ayant l'objectif de financer d'autres actions, notamment dans la santé, l'éducation, le renforcement de la justice au bénéfice de la majorité, ne peut se permettre de financer les produits pétroliers à 2 niveaux. La subvention sur le diesel profite à ceux qui ont les moyens. Nous continuons avec les réflexions afin de voir comment l'État pourra subventionner les produits pétroliers à un seul niveau et ajouter le prix à partir du 2e niveau de subvention. Nous avons les meilleurs prix dans la région, notamment pour le diesel et le kérosène. L'État doit prendre une décision et celle-ci ira dans l'intérêt de la majorité. Alors que cela va se faire, nous demandons à la population de surveiller les actions de l'État également dans la santé, l'éducation, etc., a-t-il conclu. Nous avons répété que comment dit là, qui est arrivé, qui c'est 140 000 barils là, il concernait 4 compagnies sur 6. Comment ça? On n'a pas ajouté d'elle, il y a une 5e compagnie qui c'est compagnie Total là, qui lui-même il y a une commande de 20 000 gallons qui a privé demain. Encore gasoline. On n'a pas parlé d'augmentation de prix. On a plutôt parlé d'ajustement de prix. Ajustement de prix qui permet que l'État, dans un niveau, pas fourrer maintenant poche pour l'ajouter sur les compagnies en façon pour permettre le problème qui a été posé la dernière fois qui va raté dans le commande, c'est un problème de trésorerie. Donc, ajustement ça va permettre
que nous ramener remboursement ça à plus que 80%. Mais qui t'en a effectif, justement ça? Et nous avons réfléchi. Je pense que dans les prochaines heures, la nation a performé. Ça pour noter. Ça va le faire là. Il va en bénéfice majoritaire. Pour qui ça, gagner, rater ça aujourd'hui. On va permettre de jusqu'au mois de mars, l'État haïtien était à jour avec compagnie pétrolière. Ça coûte l'État par mois 2 milliards de gouttes pour lui rembourser chaque commande qui fait dans les affaires produits pétroliers. C'est le deuxième niveau de subvention l'État apporté dans l'activité ça, qui sont activités économiques. Premier niveau, il n'est pas taxé. Juste pour le capable. Permettre tout le monde dans le pays qui utilise produit ça pour activité quelconque. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour l'État continuer à subventionner le gaz que le Premier ministre, le secrétaire d'État, le ministre, acheter les fiches que l'État finit d'utiliser. Les fiches que l'État le Premier ministre finit d'utiliser. Il fait un cadeau. Il a famille là-dedans. Il a besoin de gaz pour continuer à fonctionner. Madame, petite, l'État subventionné gallon gaz à l'acheter. C'est pas normal. C'est ça fait mondial. L'État n'a pas qu'à continuer à subventionner gaz monde qui a moyen d'utiliser dans le pays. Ça. L'administration publique n'a pas fonctionné ce mercredi. La grande majorité des employés étaient absents en raison de la situation qui prévaut actuellement dans la capitale haïtienne. Lors d'une visite de métropole dans plusieurs institutions étatiques, notamment la Direction générale des impôts, l'Office d'assurance véhicule tout contre tiers, ou AVCT, les ministères du commerce et de l'industrie, ceux du tourisme, entre autres, les employés ne se sont pas présentés à leur poste. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis et Guitry Choisy. La Direction générale des impôts à l'avenue Christophe, l'atmosphère est plutôt calme. Les petits commerçants sont là comme d'habitude, mais le contexte ne joue pas en leur faveur. À l'extérieur comme à l'intérieur de l'établissement, les demandeurs de services sont peu nombreux. Certains employés ont répondu à l'appel, mais la grande majorité manque à son devoir. À l'office d'assurance véhicule contre-côtière situé à l'avenue Charles Sommer, c'est l'encéphalogramme plat. La grande porte est fermée et sur la cour de l'institution, c'est quasiment le vide qui y règne. Même réalité à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Dans d'autres sphères publiques de la capitale, le scénario est le même. Par exemple, au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, les agents de sécurité et le concierge sont présents, mais rien ne fonctionne. Situé à quelques mètres de notre ministère, celui des Affaires sociales, où le constat est tout aussi évident. Notre périple à travers les institutions étatiques nous a menés au ministère du Commerce et de l'Industrie, du Tourisme, de la Planification et de la Coopération externe et celui des Affaires étrangères. Partout, la réalité est similaire. Visiblement, il n'y a pas de service et peu d'employés ont répondu à l'appel. En somme, plusieurs institutions étatiques ne fonctionnent pas. Tenant compte de la réalité, il est difficile de parler de reprise des activités si l'État n'est pas encore en mesure de donner le ton. Rudolf Pierre-Louis et Guitry Choisy pour Télémétropole. Les sénateurs de la majorité appellent à l'installation par le président de la République du gouvernement de Fritz William Michel sans la bénédiction de l'Assemblée sénatoriale en proie à une division politique majeure. Faisant fi des prescrits de la Constitution en matière de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre, Jean Rigaud Bélisaire a fait valoir que le pays est en situation exceptionnelle.
Contrairement à la force brutale appliquée par les sénateurs de l'opposition minoritaire qui refusent de privilégier le débat parlementaire, une quinzaine de sénateurs sont prêts à accorder un vote favorable à la déclaration de politique générale de Fritz William Michel, d'après l'élu de la Grande-Anse. Le coordonnateur général du parti UNIR, Clarence Renoy, invite le président de la République à prendre une décision urgente afin d'éviter au pays une situation encore plus chaotique. M. Renoy estime que Jovenel Moïse doit rechercher un accord politique ou démissionner. L'ancien candidat à la présidence déplore l'inaction du chef de l'État face au pourrissement de la crise qui sévit au pays depuis trop longtemps. Par ailleurs, Clarence Renoy dénonce l'intransigeance de l'opposition dite radicale qui ne jure que par le départ de Jovenel Moïse. Il plaide en faveur d'un vrai dialogue. Bon, c'est un comportement qu'on ne peut pas décrire, lieutenant Garot. Un président de la République doit être aux côtés de son peuple, être avec lui dans sa situation de tous les jours, lui parler, venir à son chevet. Et pour un pays malade comme Haïti, mais le président, vous avez dit silencieux, moi je crois qu'il est tout simplement absent, inexistant. Le président se fait seulement remarquer quand il est dans son cortège pour se rendre au Palais national ou rentrer chez lui, mais après, où est-il le président? Que fait-il le président? On peut se poser ces questions. Et je crois que c'est ce qui m'a poussé à écrire cette lettre, parce qu'aucun contact n'est possible aussi avec le président de la République. On aurait bien voulu lui parler pour lui dire « Mais monsieur le président, ça ne va pas ». Mais bon, il est inaccessible. Et donc, il y a une lettre ouverte, parce que je voulais aussi communiquer à tous les Haïtiens pour leur dire ce que je vois, ce que je pense. Et dire dans tout ce tableau que vous avez décrit tout à l'heure qu'il y a encore une chance pour nous de sortir de la crise, mais il faut faire un effort. Soit que le président démissionne, effectivement, ou que le président trouve un accord avec ses anciens adversaires politiques. Notre collaborateur Marvin Sepierre a assisté ce matin à une conférence de presse donnée par l'inspection générale de la PNH dans leurs locaux à Delma 2. Bonsoir Marvin, bienvenue sur le plateau de Metro News. Vous allez donc nous résumer, nous dire ce qui a été dit lors de cette conférence de presse. Bonsoir Serge Clan, bonsoir à tous. Effectivement, il y a eu une conférence ce matin. Et cette conférence se basait tout simplement sur les différents abus policiers, sur les différentes exactions, pour ne pas dire des actions posées par des policiers dont les gens de la population sont victimes. Donc, les policiers faisaient une conférence pour revenir sur les plaintes qui avaient été déposées contre certains policiers dans le cas d'abus. Je crois que le principal, c'est la mort de ce jeune homme lors d'une manifestation à Carrefour dans des circonstances qui ne sont pas encore très clairement établies. Non, la circonstance, on n'a pas encore élucidé les circonstances de sa mort. Mais l'inspection générale qui a pour mission de mener des enquêtes sur les policiers qui ont participé à des police actions. Des polices. Voilà. Donc pour le moment, il y a parmi les 5 policiers qui étaient dans la patrouille, 4 d'entre eux sont mis en isolement. Ils ont été mis en isolement, justement, après des plaintes surtout. Et il y a des enquêtes qui sont en train de mener, justement, pour savoir qui est le coupable. Surtout, on a parlé d'une exécution et les armes de ces policiers ont été saisies par l'inspection générale justement pour pouvoir faire les rapports balistiques et ensuite déterminer le coupable. Et la justice va continuer, la justice va établir les faits et ensuite trancher. Ce jeune homme est mort par balle, à l'évidence. Oui. Il n'y a pas de vidéo de la scène, malheureusement. Malheureusement, il n'y a pas de vidéo de la scène, mais l'inspection générale, par rapport à ce que nous raconte le commissaire divisionnaire Benjamin, les policiers seraient réellement partie prenante de cette action. C'est la raison pour laquelle l'inspection générale prend à cœur ce dossier, justement, pour pouvoir déterminer les circonstances de la mort et pour pouvoir mettre à l'écart ou encore pouvoir sanctionner le policier. Prendre les sanctions qui s'imposent, oui. Voilà. Oui. Bon, c'est
Ce n'est sans doute pas la première fois que la police des polices juge des policiers, mais je ne me rappelle pas qu'il y ait déjà eu d'autres circonstances où l'inspection générale a convoqué une conférence de presse pour parler de cela. Est-ce que vous avez senti une volonté d'ouvrir les portes, de laisser rentrer la lumière à l'intérieur de cette institution? Non seulement la volonté, mais pour le moment, il y a une patrouille au niveau de Carrefour qui s'appelle tout simplement Caravane de la mort. Et c'est une patrouille, cette situation attire l'attention de l'inspection générale. Alors attendez, mais qui a baptisé cette patrouille patrouille de la mort? Ce sont des gens de la zone, j'imagine. Non seulement des gens de la zone, mais ce sont les policiers participants ou encore qui font partie de la patrouille. Donc, qui se sont baptisés eux-mêmes? Voilà. Voilà. Donc, pour le moment, des cas d'exécution sommaire ont été rapportés à l'inspection générale. Et pour le moment, l'inspection générale essaye d'avoir plus d'informations. Et le commissaire Jean-Claude Benjamin appelle la population, surtout ceux qui ont été victimes des actes par cette patrouille, ce groupe de policiers qui s'autoproclame Caravane de la mort. Caravane de la mort. Ah, c'est grave, ça. Oui, c'est grave et c'est la raison pour laquelle l'inspection générale compte élucider le plus tôt possible, compte apporter des réponses à ce qui se dit et c'est la raison pour laquelle aussi l'inspecteur a demandé à chaque personne, les personnes qui vivent dans le milieu, dans la zone, et il incite ces personnes-là à porter plainte puisque la situation est pour le moins critique, surtout pour cette patrouille de la PNH. Écoutez, une patrouille qui s'auto-baptise Caravane de la mort, cela signifie qu'ils sont connus, ils sont identifiés. Qu'est-ce que l'inspection générale a pris comme mesure, là, pour l'instant? Est-ce qu'on leur a demandé de ne pas retourner dans cette zone? Est-ce qu'on les a mis aux arrêts? Ou bien aucune mesure n'a été prise contre cette caravane de la mort? 5 policiers, vous me dites. Il y a 2 situations différentes. Donc, la première, c'est pas la patrouille Caravane de la mort qui a causé il y a eu la mort du jeune homme sur lequel il y a 4 policiers, nous avez-vous dit, qui ont été mis aux arrêts. Et il y a un autre que l'inspection n'arrive pas à trouver. Donc, ah bon? Oui. On a fait appel. Bon, effectivement, il a pris la fuite selon les informations que l'on a. Mais pour le moment, en ce qui concerne la patrouille Caravane de la mort, les gens ont peur de porter plainte justement contre cette patrouille, parce que ceux qui font partie de la patrouille, ils sont encagoulés. Donc, pour le moment, l'inspection générale ne sait pas encore quelle est l'identité de ces policiers, des policiers qui font partie de cette patrouille, et c'est pour cela qu'il y a une enquête qui est en train de mener à propos de cette patrouille, justement pour déterminer qui sont les policiers qui font partie de cette patrouille. Voilà. Bon, eh bien, d'un côté, toutes les polices du monde commettent des abus. En France, aux États-Unis, n'en parlons pas. Ce sont les ripoux, comme on les appelle en France, les flics pourris. En Haïti, je suppose que nous ne faisons pas exception. Il est quand même intéressant de noter que l'inspection générale de la PNH a décidé de faire cette conférence et donc d'un petit peu laver le linge sale en public. C'est un peu ça l'impression, non? Bon, c'est un peu ça, mais il y a tellement de plaintes aussi, sauf pour la patrouille dénommée, entre guillemets, Caravane de la mort, mais des plaintes, surtout, il y a des manifestants qui ont été bastonnés. Donc, à plusieurs endroits, des gens disent qu'ils ont été victimes de certains, surtout quand il y a des mouvements de protestation. Eh bien, c'est la raison pour laquelle l'IGPNH, surtout le cas de la mort de Vladimir Fédé,
C'est le nom du jeune homme qui a été tué. Vladimir Fédé, Vladimir homme Fédé. de Carrefour. Ok. Exactement. Donc, la police, notamment les GPNH, ne pouvait pas passer à côté de ce cas, justement, pour continuer à faire jaillir la lumière sur d'autres cas d'abus de la part des policiers. Ok, alors en conclusion, Marvens, qu'est-ce que vous avez retiré de cette conférence de presse? Quelle impression ça vous a laissé? Bon, normalement, s'il y a des mesures qui ont été prises par l'inspection générale de la PNH, c'est sûr que ces policiers vont auront les sanctions qu'ils méritent, bien sûr, si réellement ils sont coupables de... Mais est-ce que vous pensez que cette manière de faire est susceptible de ramener une certaine confiance de la population vis-à-vis des forces de l'ordre? C'est probablement la démarche que... C'est ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée. Puisqu'au moment où nous parlons, la PNH est décriée et l'inspecteur Jean-Claude Benjamin, le commissaire divisionnaire de préférence, c'est surtout le porte-parole de l'inspection générale, eh bien, il a fait savoir qu'en ce moment même, il y a des gens qui parlent de la passivité des agents. Surtout, il y a certains cas qui ont été rapportés, certaines situations qui ont été rapportées à l'inspection où les policiers se trouvent juste à côté des protestataires qui essayent de mettre du feu et qui restent les bras croisés. Sans lever le petit doigt. Voilà. Sans intervenir. Bien. Bon, ben écoutez, Marvin Spierre, merci d'être venu nous faire sur place, dans les studios de Métro News, un compte-rendu de cette conférence de presse un peu inhabituelle. On espère que cette habitude va perdurer et que de temps en temps, nous saurons ce qui se passe dans les cuisines de la PNH. Merci Marvin, bonne fin de journée et à très bientôt. Ce fut un plaisir. Voilà, c'était notre collaborateur Marvin Spierre qui donc assistait à cette conférence de presse de l'inspection générale de la PNH ce matin à Delma 2, laquelle conférence portait sur le nombre de plaintes portées contre des fonctionnaires de police. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.